Faut-il être authentique ou faut-il projeter le succès? Voici notre dilemme. L'authenticité dans ce qu'on fait quand on est entrepreneur, dans les messages qu'on diffuse et dans l'inspiration qu'on essaye de représenter. Mais aujourd'hui dans Punchtime, on se fait interviewer par des entrepreneurs sur des problématiques qu'on rencontre régulièrement dans nos échanges et dans les coachings. Je suis hyper stressé, on va tout recommencer. Je ne respire plus. Ouais, mais c'était bien. Mais c'était bien, mais je respirais Oui, plus. mais t'étais à bout en fait. À un moment, tu sais, tu deviens rouge Oui. parce qu'il n'y a plus d'oxygène dans ton Ouais, je vois corps. très bien. Faut absolument la garder cette intro, parce que j'en ai fait une catastrophique là, hier. Donc, évidemment que nous on est convaincus de ça et dans nos accompagnements dirigeants, on pousse les gens à faire ça parce qu'on voit que c'est ça qui fonctionne. C'est ça qui marche. C'est ça qui marche. On dit pas ça pour faire joli. C'est ça que je veux dire. Moi, je me souviens qu'il y a un moment où il y avait des personnes qui me disaient « Ah, c'est génial, Adri, ce que tu fais, trop bien et tout ». Et dans ma tête, j'étais là, si tu savais… On peut être admiré en tenant une posture, parce qu'en fait, on va juste incarner un fantasme que tout le monde a. Et qu'on se dit, ah, lui, il a réussi, du coup, je vais être son pote, et du coup, je vais travailler avec lui, et du coup, ça va être génial. Mais on n'est pas inspirant. Être inspirant, c'est au contraire montrer à quel point on a des facettes, à quel point on est complexe, à quel point on est multiple. Quand t'as atteint un certain niveau de notoriété, t'as toujours un peu peur de la perdre. Adrien, qui a du coup une grosse visibilité à quoi, 35 000 followers sur LinkedIn et du coup, Tous mes amis. tous Vous êtes tous invités. Bonjour à tous, bienvenue dans Punchtime. Je m'appelle Félix et avec Jean, on forme le binôme de coach Punchy. Et depuis 2018, on accompagne des dirigeants d'entreprises de 10 à 150 employés principalement, dans toutes leurs problématiques, stratégiques ou relationnelles. Vous nous lisez peut-être déjà dans Punchline, mais dans Punchtime, on se fait interviewer par des dirigeants de l'écosystème sur des thématiques qu'on rencontre régulièrement dans nos accompagnements. Évidemment, tout ce qu'on se dit en session est confidentiel, mais régulièrement, on rencontre des sujets, des thématiques qui sont communs à quasiment tous les entrepreneurs. Et c'est pour ça qu'on a démarré cette démarche. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Adrien Chaltiel, que vous connaissez peut-être déjà. Adrien, je ne sais pas comment le présenter. Je suis allé sur LinkedIn, c'est beaucoup trop long. Hein, tu nous disais que tu voulais justement le refondre un petit peu, le remodeler. Nous, on l'a connu quand il était CEO d'Eldorado. Aujourd'hui, il a créé The Board Project qui aide les entreprises à faire en sorte que leur board soit un vrai atout stratégique qui leur permette vraiment d'avancer et d'accélérer. Donc en fait, on fait le même boulot, mais pas par le même bout, quoi. Ouais, voilà. Quelque part. Adrien, je te laisse, si tu veux, rectifier la présentation et puis sinon nous présenter le thème parce que Jean n'a aucune idée du thème qu'on a choisi aujourd'hui. Le suspense est insoutenable. Oui, j'ai fait du teasing dans le taxi. Bah écoute, merci, ravi d'être là, les gars, de vous retrouver et de partager tout ce qu'on a pu traverser ensemble. Ça va être super. Donc moi, oui, je suis entrepreneur, investisseur. J'aime bien tout ce qui touche à l'écosystème de l'innovation, les startups. J'ai aussi la chance d'être papa et beau-papa de 3 petites filles et entraîneur de rugby à côté, donc c'est mon autre passion. Et donc je fais pas mal de choses effectivement, mais ce qui m'anime le plus, moi, c'est cet écosystème de l'entrepreneuriat, de l'innovation, les entrepreneurs, et c'est cette passion aussi qu'on partage. Et voilà, donc je suis assez visible sur LinkedIn, ce qui fait que j'essaie de faire une transition sur le thème, mais ce qui fait que la visibilité, l'influence, tous ces sujets amènent des questions de positionnement et de réflexion sur ce qu'on dit, ce qu'on fait, qui on est. Et donc, c'est vraiment sur ce thème-là, c'est le thème de l'authenticité qu'on a choisi en réfléchissant avec Félix. L'authenticité dans ce qu'on fait quand on est entrepreneur, dans les messages qu'on diffuse et dans l'inspiration qu'on essaye de représenter. Plein de sujets qu'on pourra détailler, mais voilà, c'est ça le thème. Jean, à toi de jouer. Faut-il être authentique ou faut-il projeter le succès? Voici notre dilemme. D'accord. Bah, c'est forcément une question dans laquelle j'ai envie de creuser parce que on a envie de dire par, par bon moralisme, bah, bien sûr qu'il faut être authentique et non, il faut pas projeter le succès et le faire de la façon la plus pure et la plus juste possible. Toutefois, la réalité, bah, elle est un petit peu différente. Ça me fait tout de suite penser à un adage qui a été extrêmement débattu, le fake it till you make it.
Ça me fait aussi penser au premier moment de l'entrepreneuriat où quand tu te lances, absolument personne ne croit en toi autour de toi, et parfois tes proches qui ont peur pour toi. Quand tu te lances, tu es obligé de projeter une certaine vision de ce que tu vas faire, même pour toi, pour te protéger. Et là, l'authenticité, elle est dans une forme de projection qui n'existe pas, en fait, d'une certaine façon. Donc ta vision, à un moment, tu as besoin d'y croire aussi. Donc la limite entre authenticité et projection, elle n'est pas si évidente. Il y a des entrepreneurs qui sont très bons, qu'on appelle un peu des sortes de chamans, qui racontent très bien l'histoire. Tu as dû en connaître plein, des mecs qui lèvent très bien de l'argent, Bien sûr. Ouais. qui vont dans les fonds, qui sont très très forts pour lever de l'argent, pour créer les aventures. Et parfois, nous, dans les accompagnements, on leur demande, mais là, c'est à la limite du mensonge. Et en fait, non, ils y croient aussi, ils y vont. Et même si la vision, elle se passe pas, en fait, ça emmène plein de gens avec eux, ça crée du mouvement. Donc, Tout à fait. Ah, c'est exactement ça. C'est tout ce que tu as dit. C'est la dure frontière au début du storytelling, le fameux fake it until you make it, ou aussi le fameux storytelling. Au début, quand tu es entrepreneur, tu as quasiment que ça. Hein. Tu as un deck, un PowerPoint et T'as une histoire à une raconter. histoire à raconter. Et en fait, et d'ailleurs, dans laquelle c'est même pas que tu as envie d'y croire, t'y crois. Enfin, c'est dans tes guts. ouais. Comme on dit, quand on est entrepreneur, si tu dis que tu veux vraiment changer quelque chose. Et c'est vrai qu'on a été un peu biberonné à cette forme de storytelling américain, donc des startups, de l'écosystème Silicon Valley depuis 20 ans. Et ça a amené à la fois pas mal de belles opportunités et de boîtes qui ont pu se lancer et être visibles aussi. C'est un enjeu de visibilité, hein, de pouvoir user du storytelling. Et en même temps, l'autre côté le côté pile, c'est le côté face plutôt, c'est que ça t'emmène aussi dans des chemins où tu peux te perdre dedans, tu peux t'enfermer, tu peux tomber aussi dans des postures où tu es plus à l'aise avec, puisque tu as un effet d'entraînement dans ce storytelling qui peut te piéger aussi, quoi. Donc, je trouvais ça super intéressant d'en parler. Là, j'entends que tu parles aussi. Enfin, j'entends forcément un petit peu ton histoire personnelle Ouais. quand tu dis qu'il y a un effet d'entraînement parce que tu as une forte visibilité et que quelque chose dans lequel tu es bon, tu es reconnu, tu vas être sollicité pour ça et tu vas être happé par ça et ça va. J'ai l'impression que ce storytelling public, pour qu'il soit authentique et qu'il soit sain, il faut qu'il puisse suivre ton évolution personnelle et donc il faut le faire bouger et donc en cela, casser un peu sa dynamique publique, casser un peu sa dynamique d'inertie de communication. Et c'est coûteux parce que c'est une forme de capital et une forme d'actif que tu as développé, qui est une sorte de gros rocher très difficile à lancer, à bouger, à mettre en inertie. Et donc l'arrêter, c'est forcément coûteux. Le risque, c'est de plus croire dans son storytelling public qui nous rapporte des sous ou qui nous crée des opportunités que de s'écouter soi-même et de sa propre authenticité. Et je pense que là, il y a effectivement des souvenirs d'accompagnement qui nous reviennent en tête. Le fait qu'on a des jeunes garçons qui ont levé de l'argent, qui ont eu un statut public très fort, un peu le statut de The Smartest Guy in the Room, de The Man. C'est plutôt ça que je voulais dire. C'est The Man, et on attend tous deux. Ils ont réussi à lever de l'argent, réussi à déjà lancer une boîte, réussi à créer une équipe. C'est déjà incroyable, mais on attend d'eux qu'ils la développent et tout. Ils n'ont pas du tout les compétences. Et donc, eux, ils vont essayer de tenir la posture, tenir le truc, parce qu'ils ont été storytellés là-dedans. Et ils vont pas réussir à du tout casser cette image-là, et ils vont burner. Et on a vu beaucoup de burn comme ça, de gars qui se sont abîmés en mer, par manque d'expérience aussi, par mythe de l'énergie absolue, mais aussi, je pense, par cette notion de posture figée, en miroir avec leur posture et leur communication publique, en fait, leur storytelling dans lequel ils sont emprisonnés. Je note que tu as dit jeune garçon, et Ouais. c'est vrai qu'on a plus croisé des hommes qui étaient piégés là-dedans que des femmes. Aussi parce qu'il y a plus d'hommes qui sont financés par les VC, et que c'est le moment où on va dire que le masque est le plus sollicité. Donc il y a aussi une question de statistiques, mais c'est aussi que dans la société, on a un mythe de l'homme providentiel qui est extrêmement fort depuis De Gaulle, en fait. Ouais, bien sûr. Et donc on joue tous un petit peu, sans doute bien avant évidemment, mais dans cette société-là, dans la Ve République, avec les valeurs qu'on porte, il y a quelque chose comme ça où on attend d'un homme qui dirige d'apporter les solutions
et de les porter dans le secret de lui-même et ensuite de les mettre en place sans avoir rien demandé à personne. Et donc, il y a beaucoup de gens qu'on accompagne à qui il faut réapprendre à demander de l'aide, à réfléchir avec leurs équipes à vue, à remanier leur stratégie plein de fois et vraiment à partager, quoi, à être dans le dialogue. Bah ça, je rebondis juste sur ce que tu dis et toi aussi, Jean. On en reparlera tout à l'heure parce que je l'avais aussi dans les autres éléments du podcast, mais c'est le poids aussi des stéréotypes, des biais de notre société, que ce soit sur le genre là, puisqu'on parle de ce sujet. Quand ils se mélangent en plus avec cette posture entrepreneuriale où il faut être toujours dans la vente, vendre du rêve, puis même que ce soit pour tes collaboratrices, tes collaborateurs, tes clients, tu as une sorte de responsabilité de bonne nouvelle, d'être happy, que les choses se passent bien. Et sur l'authenticité, tu as l'effet d'entraînement, pour rebondir aussi par rapport à ce que tu disais, sur il n'y a pas que toi qui entreprends, il y a tous tes pairs. Et quand tu regardes LinkedIn, puisqu'on parlait de LinkedIn aussi tout à l'heure, c'est le Instagram des professionnels. Donc tu as l'impression que tout le monde réussit. Et donc tu as une espèce de course de fuite en avant vers une forme de réussite qui est la réussite sociale. C'est-à-dire que les autres pensent que tu as réussi. C'est ce qui est important de générer chez les autres. Et pourtant, c'est pas forcément toi, ton critère de réussite aussi. Et puis généralement, c'est ça où, quand tu dis qu'ils burn, c'est que les entrepreneurs, tu as des entrepreneurs à succès, je suis sûr que vous en avez connu dans le coaching, qui sont hyper successful sur les médias, le LinkedIn et tout, et qui en fait, quand vous les avez en coaching, vous voyez qu'ils sont pas du tout dans un sentiment de réussite. Donc cette dichotomie aussi, elle est très dure à vivre. Donc, c'est ça qui est intéressant et sur ce que tu disais aussi, Jean, c'est, l'avantage du coaching, c'est qu'en fait, tu rajoutes un ingrédient à ça, dans l'entrepreneuriat, c'est que tu dois toujours travailler. Enfin, tu as toujours ton agenda est plein, c'est un sprint, on a plein de podcasts ou de contenus qui expliquent vraiment bien ça, hein, dans le métier d'entrepreneur et donc tu as pas de temps pour te poser justement sur ton authenticité ou les autres sujets, mais les sujets un peu de fond et le coaching permet ça, clairement. Donc, en fait, ça te permet de faire un peu des bulles en te disant, attends, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ça? Est-ce que je suis heureux de faire ça? Est-ce que ça... Voilà. Ouais. Moi, j'entends dans ce qu'on se dit que, en fait, ce côté un peu storytellé qui peut s'échapper un peu de notre authenticité à un moment, il est parfois nécessaire, parfois important au départ. Bien sûr qu'il y a une énergie authentique de se lancer, d'y aller, mais un petit peu pour acquérir ce statut, ces premières victoires, tu vois, avoir soit des sous, soit des équipes, soit des clients, soit quelque chose. Et qu'ensuite, toi, tu dis souvent ça, Féfé, que c'est une citation d'Edgar Morin qui dit: «Tout ce qui n'est pas amené à se régénérer dégénère». Et qu'une fois, en fait, que tu as ce statut où tu t'es un peu storytellé sur quelque chose qui fonctionne pour toi, ou cette image publique qui fonctionne pour toi, si t'es pas amené à re-questionner ton modèle, ta communication, si t'es pas amené à prendre du temps pour te poser, pour savoir ce qui est juste pour toi, dans quelle direction tu as envie d'aller, et donc comment tu veux communiquer, pour ta boîte, mais pour toi d'abord, en interne aussi, et bah, tu t'emprisonnes dans quelque chose qui va t'amener de toute façon à un désalignement. Désalignement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais des choses ou tu dis des choses qui sont pas en adéquation avec tes besoins, avec tes ressources, avec ce qui te motive aussi, et à un moment, bah, tu vas le payer. Je pense que ce serait intéressant de savoir c'est quoi les coûts, en fait. Euh, et pour ça, moi, il y a une notion qui me paraît importante, c'est la notion du masque. C'est qu'on porte tous un masque. Il faut se décomplexer sur le fait que socialement, quand on se représente, ou dans un système comme celui-ci où il y a des caméras, etc., on peut pas être la version de soi-même qu'on est dans l'intime. C'est juste pas possible. Parce que ça nous rendrait vulnérables, on se sentirait jugé, trop exposé. Donc, c'est juste un phénomène psychologique normal que de porter un masque. L'enjeu, c'est quel type de masque et à quelle distance de soi. Ouais. Est-ce que je porte un masque qui est pas du tout moi? C'est-à-dire que je vais jouer l'homme fort, providentiel, qui a un peu tout réussi, puis Ce quand qu'on il a eu attend un de moi, échec, il parfois. a léché ses blessures au fond d'une grotte. Voilà. Est-ce que je joue un truc voilà, que j'ai vu à la télé mais qui n'est pas moi? Est-ce que je montre une partie de moi, mais j'en garde une derrière aussi que je montre pas? Parce qu'il n'y a pas de raison, parce que le contexte le veut pas, parce que... et cette distance-là, quelles conséquences elle peut avoir? Si je suis très très loin de moi-même, qu'est-ce que je peux ressentir et comment ça peut cracher, quoi? Ouais, tout à fait. Ouais. Il y a un sujet qu'on peut aussi, alors c'est pas forcément parler là sur l'intime. Il y a aussi un sujet sur l'authenticité, mais c'est peut-être un petit peu différent. C'est aussi sur ce que ça t'apporte sur les gens externes. C'est-à-dire que
notamment en termes d'alignement de valeurs et des personnes qui vont travailler avec toi quand tu entreprends. Donc, c'était d'abord tes associés, tes cofondatrices, cofondateurs, tes premiers employés, tes investisseurs. Hyper critique de savoir choisir aussi ses investisseurs pour la suite de sa boîte. Il y a beaucoup de boîtes qui échouent aussi parce qu'il y a un désalignement et parce que quand tu les as trouvés, tu étais dans une espèce de posture qui était peut-être moins authentique, le masque était plus éloigné. Mais tout ce que Donc, tu voulais, c'était le chèque au final, voilà. donc peu importe qui te le donnait. Exactement. Ouais. Et en revanche, deux chèques peuvent avoir deux valeurs différentes, enfin Exactement. deux saveurs différentes, deux chèques d'un même montant. Et donc ça, c'est un sujet aussi qu'on pourra garder en fin ou pour évoquer que c'est pas forcément que sur toi, mais c'est aussi sur les personnes qui t'entourent et Ouais. l'alignement de tes valeurs dans l'authenticité, ça c'est hyper important. C'est clairement une des conséquences de porter un masque trop éloigné de soi-même, c'est qu'il va attirer des personnes trop éloignées de nous. Ouais, exactement. Et Tout donc, à fait. constamment, on va devoir faire un pont de valeurs, de communication avec les gens qui est totalement inefficient et effectivement avec tout le monde. Ça, tu connais bien ce sujet-là, nous on le connaît un petit peu moins bien, mais comment choisir son investisseur? Et c'est vrai que la plupart des entrepreneurs qu'on accompagne qui sont en train de lever, avant tout, ils veulent trouver l'argent. Ouais, Ils cherchent pas une personne, ils cherchent pas des valeurs. Ils n'ont pas l'impression d'ailleurs que l'investisseur va vraiment les aider au-delà du fait qu'il est porteur du chèque. ouais. Et ça, que ce soit avec des employés, avec ses associés, c'est vraiment catastrophique. C'est peut-être le pire qu'on puisse faire. Porter un masque avec ses associés, c'est vraiment dangereux pour la société. Ou avec les investisseurs, c'est là où on peut perdre en efficacité ou même planter la graine qui va faire foirer la boîte à un moment donné. Les coûts cachés, on va en parler, c'est fondamental. Mais je pense que, tu vois, philosophiquement, il y a un truc à poser, c'est est-ce que quand tu es entrepreneur, tu es convaincu que c'est en te posant tes questions, en t'écoutant, en essayant d'être bien dans le chemin, tu vois, de construire une boîte qui va aussi être autour de toi et de tes besoins pour que le marathon entrepreneurial, tu sois pas dans un coup, dans un braquage, mais que le marathon entrepreneurial, tu puisses le tenir au long cours. Et que, bien sûr, que tu as envie d'atteindre des résultats, des chiffres, tu as envie de gagner un peu de blé, tu as envie d'avoir une reconnaissance sociale, mais est-ce que tu peux réussir à être content dès maintenant et de construire un quotidien où tu n'es pas, tu sais, un peu en dette, dans le dur, tu vois, dans la difficulté pour ensuite le mériter, tu vois. Qui est un truc totalement un peu métaphorique, hein, finalement, un peu illusoire. Et est-ce que déjà tu es convaincu de ce truc-là? Mais moi, je peux jouer au con avec toi et dire, bah ouais, mais moi, je veux juste réussir en fait. Mais alors, tout à fait, et tu as le droit. En fait, si tu veux, c'est une posture. C'est-à-dire que là, on est sur déjà, on est à une patte doigt intellectuelle, où en fait, on n'est pas obligé d'être suivi, mais c'est déjà pour aller chercher les coups cachés de cette communication, faut se dire que tu as envie de ce chemin où tu vas te poser des questions pour construire ton quotidien autour de toi, construire ta boîte aussi autour de toi, ne pas essayer de faire comme on doit faire pour réussir. Évidemment que c'est que nous, on est convaincus de ça et dans nos accompagnements dirigeants, on pousse les gens à faire ça parce qu'on voit que c'est ça qui fonctionne. On le C'est ça qui trouve. marche. C'est ça qui marche. On ne dit pas ça pour faire joli. C'est ça que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, non, mais c'est là où j'avais envie de t'amener, c'est qu'en fait, c'est une question d'efficacité, c'est ce Bien que tu sûr. disais juste avant. Bien sûr. C'est Ça nous énerve. C'est ça. Quelque part, ce que tu dis, c'est un peu de conscientiser ça aussi. Ouais. Et en fait, quand tu entreprends au début, tu ne penses pas à ces choses-là. En Non. fait. Tu es dans ta to-do, tu es dans l'opérationnel. En plus, quand tu es entrepreneur, tu as une triple injonction. Tu as l'injonction de vision, où il faut que tu sois innovant, il faut que tu sois nouveau, il faut que tu sois meilleur que les concurrents, etc. Donc, d'avoir une posture d'innovation, tu n'ouvres pas une boulangerie, quoi. Une boulangerie, c'est Ouais. simple, il faut vendre du pain et être rentable. Quand tu es dans une startup, tu embarques tous ces gens-là dans une vision entrepreneuriale. Ensuite, tu as l'injonction de direction. Tu vois, un dirigeant faible ou une dirigeante qui a des moments de faiblesse, etc. C'est forcément, ça pose des questions sur l'effet d'entraînement, de leadership et tout dans n'importe quelle société. Et puis, tu as des injonctions stéréotypes sociétaux qu'on a où un homme, ça ne montre pas trop ses émotions. Si ça va pas, on ne le montre pas trop. La vulnérabilité, c'est un sujet de toute façon qu'on n'aime pas trop, qui est un peu éloigné de notre culture, on va dire, sociale, etc. Et donc, cette triple injonction, la conscientiser, c'est déjà 50% du chemin, en fait. Parce que tu te dis, ah ouais, en fait, je fais ces choses-là parce qu'on attend ça de moi. Donc maintenant, si je le sais, je vais pouvoir savoir que quand je fais ça, c'est que ça répond à ce besoin personnel ou sociétal d'avoir cette posture-là. Et être authentique, c'est aussi de savoir ça, je pense, de l'avoir en tête.
pour savoir que quand je fais quelque chose, ça nourrit quelque chose en moi. Nous, on parlait beaucoup en coaching de la petite bête, quoi. Tu vois, ça nourrit ta petite bête ou ton Jiminy Cricket qui te pousse à faire des choses parfois où t'as pas forcément envie, mais tu dois le faire. Et ça te nourrit. Donc voilà, le conscientiser, c'est un bon point. C'est hyper important, parce que le mot que tu dis, c'est ça nourrit. Et en fait, on a toute une palette de besoins et on a aussi un besoin social de réussite, d'être aimé, d'être vu comme quelqu'un de bien. Il y a plein de besoins comme ça qui sont très à l'extérieur et qui peuvent se nourrir que à l'extérieur. Le problème qu'on peut avoir dans une trajectoire entrepreneuriale, c'est que on peut chercher à le nourrir à l'excès. Ouais, C'est-à-dire consacrer une énorme part de son temps et de son énergie à le nourrir. Et en avoir une super reward, hein. Simplement, on en veut toujours un peu plus, c'est un peu le principe. On se dit toujours, ah bon, bah maintenant que j'en suis là, j'ai envie d'aller là. ouais, Et le problème, c'est qu'on a d'autres besoins, et tu parlais de vulnérabilité. On, on a aussi des besoins qui sont de l'ordre de l'intime. ouais. Et pour ça, il faut leur consacrer un minimum de temps, un minimum d'énergie, un minimum d'interlocuteurs aussi, hein. Il faut qu'ils puissent être partagés avec d'autres. Ouais. Et donc, quand on plonge finalement dans un équilibre qui est trop porté vers l'extérieur, c'est cet intérieur qui en pâtit. Et au final, on en conçoit un mal-être ou quelque chose d'extrêmement commun, c'est un syndrome de l'imposteur, Ouais, de se dire en fait, je ne suis pas vraiment la personne que les gens voient ou croient connaître. ouais. Mais je suis reconnu pour ça. Et donc, Oui. je suis piégé dans ce truc-là. C'est pour Ouais, ça que votre oui. thème, il est sympa parce que, en C'est fait, piégé. tu as le piège qui se referme sur toi, Voilà. de cette communication dans laquelle tu as réussi. Donc, en fait, tout ce que tu as communiqué t'a amené à ce niveau de réussite-là. Ouais. Donc, tu as tous les signaux extérieurs pour lesquels ça fonctionne. Donc, le niveau de confiance extérieure, il est maximal sur toi. Et toi, intérieurement, au début, ça va. Après, tu commences à ressentir une gêne. Parfois, peut-être aussi ce syndrome de l'imposteur qui peut revenir, un décalage, une perte de motivation, euh, des coûts sociaux. Là, on peut commencer à parler des coûts, c'est-à-dire une construction de ta vie personnelle qui est un peu désossée, ou de s'isoler un petit peu, de plus avoir de passion à côté, de plus avoir de respiration, d'équilibre, de t'enfermer dans une forme de personnage, de vouloir devenir ce qu'il faut être pour réussir, de plus avoir de temps, de chercher plus que des mentors qui sont déjà passés par là opérationnellement, mais plus te singulariser toi-même, Ouais. de devenir une sorte de modèle et d'être là-dedans et de te figer, en fait. Je pense que vraiment le problème, c'est cette histoire d'être figé, parce qu'en fait, c'est pas grave parfois d'avoir un petit décalage, tu vois, dans ce qui est dit, dans ce qui est fait, dans ta communication. Je pense que Adrien t'en parlera bien mieux que nous, parce que Ouais. tu communiques énormément. Et donc, d'avoir ces décalages, de dire, attends, mais peut-être que ça, c'est pas forcément ce que je pensais, je suis plus vraiment d'accord, ah, je me suis trompé, ou je l'ai fait sincèrement, mais en fait, effectivement, c'est pas ce que je ressens. Mais de pas pouvoir se réadapter, je pense que là, c'est terrible. Ouais. Là, on parle beaucoup des coups. Et donc, on est un peu en train de dire attention, attention, tu vas te prendre un Ouais. coup de bâton. Il y a un peu ce truc-là. Et on est tous sujets à ce truc-là. Mais on peut aussi parler des rewards. Bien sûr. Il y a aussi des choses à gagner à faire ce travail d'équilibre entre authenticité et Ouais. projection de réussite. Tout à fait. Vas-y, je t'en prie. Ouais, alors c'est à la fois sur le piège et après dans ce que je disais, c'est sur conscientiser, c'est-à-dire que tu fais les choses sans y réfléchir. Au bout d'un moment, ça met des grains dans le rouage, comme on a dit, parce que en plus c'est une fuite en avant, parce que plus t'en fais, plus tu te nourris. Tu vois, sur la com, sur LinkedIn, sur le présentiel. Moi, je me souviens qu'il y a un moment où il y avait des personnes qui me disaient: ah, c'est génial, Adri, ce que tu fais, trop bien et tout. Et dans ma tête, j'étais là: ouais, si tu savais, je suis totalement en décalage par rapport au reward que je recherchais en faisant et que je bénéficiais en Ouais. direct, et le sentiment de l'avoir reçu, quoi. Et c'est là que tu te dis, bah, c'est bizarre parce que tu fais ça, t'es rewardé, et en fait, ça te va pas, t'es désaligné. Et donc, ton authenticité, elle est pas forcément bien amenée. Le conscientiser après en coaching, je pense qu'il y en a qui peuvent le conscientiser ou conscientiser certaines choses seuls en réfléchissant et tout, mais dans tes proches, personne te dit si tu fais trop de choses, tu vois, moi, j'ai ce défaut de dire oui à beaucoup de choses, beaucoup de sollicitations, et puis plus j'en fais, plus tu as un côté endorphine. En plus, c'est une petite drogue, hein, cette présence sociale et tout. La course au like, etc., dans laquelle tu peux tomber. Je pense qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui en ont déjà un peu parlé et tout, même si encore aujourd'hui, en 2025, tu as beaucoup de posts LinkedIn où tu vois que c'est
enfin, tu sais déceler que ça répond à... Est-ce que c'est des personnes qui veulent parler d'un sujet ou est-ce que des personnes qui veulent se nourrir de regarder ce que je fais, c'est génial, et liker parce que je mets beaucoup d'énergie dedans et j'y crois. Et donc, de le conscientiser à travers le coaching à un moment, ça te ramène pour faire un peu la bascule sur qu'est-ce que tu as à y gagner. Et là, en fait, de savoir, OK, si je fais ces choses-là, c'est un peu par obligation ou par nécessité de me nourrir ce petit monstre, et je le sais, encore une fois. Donc déjà, tu es beaucoup plus à l'aise quand tu sais que tu as dit oui à une sollicitation, ou que tu fais une conférence, ou que tu es sur un truc, bah, tu sais que ça va te nourrir ce sujet-là. Et tout le sujet est de la pondération, en fait. Si tu en fais trop, bah, ça va te prendre beaucoup de temps émotionnel, mental, même social aussi, d'interagir avec beaucoup de gens et autres, et pas forcément business. Et donc, du coup, l'inverse, c'est de se dire, bah, je peux le pondérer, comme je sais ce que c'est, je le pondère. Et si c'est bien pondéré, bah, t'en tires énormément d'avantages, en fait. Mm. C'est-à-dire que tu te nourris, tu mets un facteur de réussite pour toi, tes collaborateurs, tes proches, etc. Et tu peux le faire évoluer dans le temps, quoi. Mm. Donc, c'est un peu ma vision. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce qu'on a à gagner à être un peu soi-même là-dedans? Bah, je pense que déjà, on a gagné à pouvoir faire des choix sur la vraie vie, tu vois. L'activité, ce qu'on fait tout court, Mm. plus vite. C'est-à-dire? C'est-à-dire que Plus quand rapide. tu te professionnalises dans la communication et que tu te dopes à la communication, et que la communication devient presque ton activité, entre autres, hein, Mm. euh, bah en fait, tu oublies de t'écouter dans tes choix, dans ton aventure entrepreneuriale, dans ce que tu aimes vraiment, et du coup, tu n'es plus du tout mobile. Mm. J'insiste Oui, vachement sur ce fait qu'en entrepreneuriat, nous, on pousse nos dirigeants oui. à ce et nos dirigeantes à ce qu'ils soient mobiles Mhm. dans l'organisation, dans leur vision, que ça puisse bouger, qu'ils puissent naviguer là-dedans sans se fragiliser évidemment, et donc après impacter leur communication. Et il y a un coût de transition qui paraît énorme au début, surtout quand on a été figé pendant un certain temps, qu'on a défendu sa posture pendant un certain temps. Mais en fait, après, ça se passe très bien et ça se passe beaucoup mieux. Et du coup, le fait de se poser, d'avoir une communication plus mobile et du coup de pouvoir s'autoriser soi-même à pouvoir faire naviguer sa posture et du coup après sa structure de boîte, parce que c'est surtout sa structure de boîte après Ouais. euh, Qui fait quoi? qui fait que ça a un effet de levier, et bah ça permet identitairement en tant qu'entrepreneur de bouger aussi, de pas rester bloqué sur non mais moi ma qualité c'est juste ça et évidemment mon défaut c'est juste ça aussi. C'est hyper important ce que tu dis sur le fait d'être figé, et on a des exemples vraiment en tête de gens qu'on a pu accompagner qui sont passés d'une posture figée à une posture mobile, et le gain il est énorme Ouais. sur la vélocité avec laquelle ils entraînent leurs employés, et en fait on devient inspirant. Mhm. On peut être admiré en tenant une posture, Mhm. parce qu'en fait on va juste incarner un fantasme que tout le monde a, et qu'on se dit ah lui il a réussi, et du coup je vais être son pote, et du coup je vais travailler avec lui, et du coup ça va être génial. Mhm. Mais on n'est pas inspirant. Ouais, ouais, pas nécessairement en fait. Exactement. On Il y a- confond souvent les deux en fait, en réalité. Être inspirant, c'est au contraire montrer à quel point on a des facettes, Ouais. à quel point on est complexe, à quel point on est multiple. Et, c'est ce qu'on appelle montrer son humanité. D'ailleurs, c'est ce qu'on recouvre derrière le terme d'humanité. Bah, et ça me fait penser à un des travaux qu'on avait fait ensemble aussi, c'était de se dire, en fait, quand tu te remets en question tout ça, tu te dis, ok, mais si je sors de mon personnage, je vais perdre. Je vais perdre des likes, je vais perdre des amis, je vais perdre des opportunités business et Ouais. tout. Là, je suis dans un truc qui fonctionne. Bon, ça me coûte, mais bon, ça fonctionne. Et en fait, tu perds pas du tout, tu gagnes. C'est C'est-à-dire qu'en ouf. fait, tu vas attirer vers toi, et ça, c'est ce qu'on a beaucoup travaillé, des personnes bah, qui correspondent beaucoup plus à nos valeurs. On va garder cette visibilité. Parce que quand tu atteint un certain niveau de notoriété, tu as toujours un peu peur de la perdre. Ouais. Et moi, je m'étais dit, non mais attends, si je poste pas pendant 2 semaines, les gens vont m'oublier, etc. Et puis il y en a d'autres qui parlent, et puis lui, ah mais il fait ça, t'es dans la comparaison excessive en plus. Donc tu es un peu enfermé là-dedans. Et en fait, là où on a réussi à switcher, c'est-à-dire tu peux être très visible, faire beaucoup de com et être authentique. Donc, Ouais. tu n'es pas obligé d'être désaligné par rapport à ta propre personne. Et au contraire, les deux sont pas incompatibles, quoi. Disons que tu as toujours des likes, mais c'est pas les mêmes. Voilà, exactement. Les gens likent pas pour les mêmes raisons, ressentent pas la même chose au moment où ils Ouais, likent. question de On- ressenti. Ouais. Ouais, je pense si LinkedIn avait existé sous Louis XIV, je pense qu'il y aurait eu des likes
pour se rapprocher du roi. Il y a un peu ce like de allez, si je like ce truc-là, pendant une seconde, je vais me sentir un peu plus proche de cette personne, et puis peut-être qu'elle va voir que j'ai liké, ça va popper sur son fil d'actualité, il y a quelque chose qui va se passer qui va me rapprocher de cette personne. Et il y a le like de vraiment j'aime, vraiment je suis d'accord avec ce que tu Je dis. suis d'accord. Ce que la voix que tu portes me fait du bien, Exactement. ce que tu mets en valeur m'éclaire sur ma trajectoire professionnelle. C'est pas du tout le même like. En fait. Ouais, complètement. Et toi, Adrien, qui a du coup une grosse visibilité, à quoi 35 000 followers sur LinkedIn et du coup, Tous mes amis. tous, Vous êtes tous invités. dans mon 100 mètres carrés, dans mon 50 mètres carrés, tu as opéré une forme un peu de transition, tu vois, sans forcément tout dire, etc. Est-ce que tu as vraiment perdu des Non. choses précieuses en Non. opérant cette transition ou par rapport aux peurs que tu pouvais avoir, sans forcément rentrer dans quelque chose de très intime, mais au moins, toi, tu l'as vécu. Ouais, je l'ai totalement vécu et j'y pensais même rien que en préparant le podcast parce que je me disais, pour moi, des KPI de réussite, surtout, on était dans les années, on va dire 2018 à 2023, dans les belles années fastes 2022 de la tech. Et donc, c'était vraiment la course au like, quoi. Ouais. C'était un truc. Et puis, tu avais en plus, t'as le pop-up des influenceurs de l'écosystème dans ce secteur-là. Des gens qui sont très forts, qui font vraiment des bons contenus, très bien faits et tout. Et en même temps, beaucoup de gens qui sont tombés dedans, notamment des entrepreneurs ou des entrepreneuses qui étaient dans des secteurs comme le retail, les DNVB, donc tout ce qui est marque et tout, où il faut se présenter, se représenter, faire des podcasts. T'as une pression médiatique en plus et tout. Et pour répondre à ton point, j'étais dans cette course au like, moi. Donc, moi, vraiment, mon KPI, c'était ce post, il a marché, ce post, il a pas marché, le reach, le truc, le machin. Ouais, ça veut dire que c'est cool, c'est influent. Et puis, il y a telle personne qui a liké, parce qu'il y a aussi ça, ou qui a commenté. Tiens, il y a un très grand investisseur, ou une ministre, ou je ne sais qui a liké ton truc. Ça y est, je suis connu, je suis reconnu et tout. Et en fait, tu penses plus à ça qu'au message que tu voulais délivrer dans le post même, tu vois, parce que tu t'es dit, et tu crées même du contenu par rapport à ça. C'est-à-dire que du coup, moi, où j'ai toujours voulu apporter du contenu pour vulgariser des sujets comme le financement, beaucoup, là aujourd'hui c'est la gouvernance, mais c'est des sujets qui sont pas forcément sexy de prime abord, mais de les rendre vraiment très opérationnels et tout. Et en fait, parfois, je faisais des contenus, notamment, j'appelais ça les tops, tu sais, le top 10 des erreurs, le top 50 et tout. Voire même, tu contactes les équipes LinkedIn, parce que moi, j'ai été contacté par LinkedIn Creator Content ou de tout ce qui est top Voice, etc. Toutes les équipes et ils te disent qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir encore plus de likes. Et donc, en fait, la bascule, elle se fait au moment où tu fais plus ça pour les likes et tu crées pas des contenus pour les likes, tu crées des contenus. Et aujourd'hui, pour boucler la boucle, je suis très content d'avoir fait des posts qui ont que 14 likes, alors que j'ai 37 000 personnes. Mais tu vas chercher C'est quoi ce que du je veux coup dire. maintenant? C'est juste, je vais chercher à dire et parler des sujets, pas parce qu'ils vont faire du like, ou bon, alors je cherche aussi beaucoup, toujours d'audience, surtout que là, j'ai lancé une marque, Board Project. Mon but dans Board Project, en plus, je ne l'ai pas lancé sous une forme business, mais sous un format associatif avec des super personnes qui sont co-founders du collectif. Bah, c'est d'influencer l'écosystème et de rendre ce sujet important dans l'écosystème. Et donc, par tes contenus, tu fais ça. S'ils font 15-20 likes parce que il y a des sujets de moment, de taille, de texte, est-ce que tu as mis une photo de toi comme ça ou pas sur le post ou pas. Je réfléchis plus à ça en fait. Je réfléchis au fait que quand il y a des gens qui vont travailler avec toi, ils vont regarder ce que tu fais et ils regardent tes derniers posts et ils sont plutôt d'accord, plutôt alignés. Et c'est ça que je veux rechercher plutôt que d'avoir 700, 2000 likes et tout parce que c'est un mauvais KPI, tu vois. Vaut plus le Mais KPI. du coup, je vais juste taquiner un petit peu. Est-ce que tu peux te permettre de faire ça parce que tu as atteint un certain niveau aussi de notoriété, tu vois, un certain niveau de réussite sociale et économique qui te permet de t'affranchir un petit peu de ce truc-là? Ouais. Ouais, je pense aussi. C'est pour être sincère là-dessus, oui. Parce que à partir du moment où tu es top voice LinkedIn, c'est bon, t'as pas de truc au-dessus, quoi, à part diriger LinkedIn. Mais bon, c'est pas mon but, mais non, mais voilà, t'as un peu ton stamp très stylé, etc. Et en réalité, c'est plus facile quand tu l'as d'avoir cette réflexion-là.
Et en même temps, c'est pas parce que tu es à cette phase-là que tu peux pas regarder un petit peu en arrière sur tout ce que tu vois. Moi, Oui. je voyais dans le livre de Xavier Niel, là, le dernier, avec Jean-Louis Minsica qui l'interviewe, il lui dit ouais, bah, c'est facile ce que tu dis, t'es milliardaire, donc c'est facile d'avoir des postures. Et lui répond très bien en disant ouais, mais ça veut pas dire parce que je le suis que j'ai pas vu aussi tous les éléments sociaux, économiques qu'il peut y avoir, les besoins et tout. C'est un peu pareil dans ce sujet-là, je trouve. Je propose qu'on passe à l'uppercut. Yes. Ou punchline d'abord? J'inverse toujours les deux. Punchline? Bah, comme tu veux, écoute, hein. Non, passons à la punchline, ça permettra de résumer un petit peu ce qu'on s'est dit. Alors, La question, c'est qu'est-ce qu'on retient, comment on encapsule ce qu'on retient de ce qu'on s'est dit. Moi, je dirais que quand on débute un peu ou quand on est dans une énergie très créatrice, quand on n'a pas grand-chose et beaucoup de son énergie, enfin, quand on a que son énergie, son storytelling et qu'il faut qu'on crée quelque chose, on peut se laisser un peu tranquille dans la communication, bien sûr, en restant le plus authentique possible, mais on peut essayer de se faire. Cette communication et cette énergie, c'est ce qui nous porte, c'est ce qu'on a, et il faut qu'on puisse la pousser. Mais dès qu'on se lance dans le marathon entrepreneurial, dès qu'on essaie de construire quelque chose de pérenne, dès qu'on sent qu'on rentre dans pas de la croisière, parce que c'est pas le cas vraiment du marathon, si on n'a pas de temps, de recul, si on n'est pas lucide sur nos propres besoins, si on ne construit pas une structure qui va d'abord répondre aussi à nos besoins, sur nos associés, et ensuite, si on renourrit pas la mobilité, ça, nos mobilités intérieures, la mobilité de notre propre structure, si on cherche à la figer, et si on ne rend pas mobile notre communication, on va payer en termes d'énergie, de motivation, en termes de non-écoute de ses choix, on va le payer énormément, jusqu'à potentiellement un crash, ou pas, ou juste un effritement progressif de sa motivation. Et voilà, je pense que c'est tout ce qui n'est pas régénéré dégénère, comme disait Edgar Morin, et ce que tu cites souvent. Donc c'est absolument crucial, en fait, de se rendre mobile intérieurement et que ça se traduise dans la communication. Toi, Adrien, qu'est-ce que tu gardes? moi, j'avais noté, je m'étais préparé une phrase, j'ai dit, on peut pas être exemplaire tout le temps, mais on peut toujours être cohérent, en gros. Donc, c'est vraiment sur ce sujet-là que Mmh. moi, je vois l'intérêt. Je te rejoins, c'est-à-dire qu'il faut ces temps de pause, on en disait, des temps de réflexion. En fait, ça te permet pour toi, mais aussi pour les autres, tu vois, même, on parlait des stéréotypes de genre, tu as très peu d'hommes qui disent, qui vont chez le psy, par exemple, tu vois? C'est toujours vécu comme, «Putain, il est malade, il est pas bien et tout, il est pas reliable», comme on dit, et cetera. Ça commence à se délier maintenant parce que, Ouais, notamment, ça bouge. dans le grand public, la santé mentale devient un grand sujet et du coup, il y a des artistes ou des personnalités qui disent, «Non, moi, j'ai besoin de ça, de cet accompagnement». Il y a même des acteurs et cetera. Et d'ailleurs, ça me fait penser aux acteurs, j'en parlerai après, mais ouais, ces stéréotypes de genre, bah, de les conscientiser, de dire: «Ah ouais, je disais pas ça parce qu'en fait, la société attend pas ça de moi, parce qu'elle a été Mmh. construite sur des biais, des stéréotypes». Déjà, ça t'aide et puis d'en parler autour de toi, donc d'abord à tes associés, tes collaboratrices, collaborateurs, enfin ton cercle proche avec qui tu montes la boîte, hein. C'est pas avec LinkedIn que tu fais ta boîte, hein, c'est avec les gens qui bossent pour toi et d'être authentique avec eux en disant: «Ouais, ouais, là, en ce moment, j'étais un peu moins bien, mais je suis toujours, très convaincu de ce que je fais. Mais voilà, je suis comme toi, je suis comme tout le monde, j'ai mes moments de up and down et puis j'ai mes moments où il y a des sujets qui m'explosent un peu à la figure». Et ça, en fait, c'est faire preuve d'exemplarité, d'authenticité, quelque part, en fait. Et c'est pas que être successful, c'est d'être, sincère et authentique. C'est, un apport autant que, de, lever, 40 millions en fait, même en termes de motivation des gens qui t'entourent. Ils vont se dire: «Ah ouais, en fait, ça fait du bien de voir que ça humanise, ça t'aligne et cetera». Donc il y a ce sujet et en piste, donc voilà, en fait, de pas travailler dessus, qu'est-ce que ça t'empêche? Ça te met des trucs sous le tapis, et puis tu t'en parles pas, enfin, tu réfléchis pas dessus et puis tu es dans ce rythme et cetera. Donc ces temps de pause sont, encore une fois, hyper importants et ça te fait, régulièrement remettre en perspective aussi ce que tu fais parce que nos vies, elles changent. Moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs comme vous et puis vous m'avez connu pareil, hein, bah, après tu as des enfants, tu en as un deuxième, troisième, et cetera. Enfin, ta famille, ton organisme, personnel, il change, il évolue. Donc, il peut pas ne pas y avoir d'impact en fait Mmh. sur ta boîte et souvent tu as des entrepreneurs qui restent les mêmes, sous les mêmes codes, sous les mêmes réflexions, sous les mêmes,
alors que leur vie, elle change, elle évolue. Et donc ça, tu vois, ça te met un peu des sujets sous le tapis. Donc encore une fois, de parler dessus. Et pour parler des artistes, il y a un truc qui m'a beaucoup intéressé. Moi, c'était les artistes, les musiciens ou les acteurs qui créent des alias. Moi, je suis par exemple fan de Mathieu Chédid. Bah, il y a Mathieu Chédid que tu peux croiser dans la rue. Et en fait, tu as M qui est une bête de scène, etc. Et en fait, lui, il a carrément créé un personnage. Alors, je dis pas qu'il faut se créer des personnages, mais au moins de se dire, quand je vais à telle conférence, ouais, je suis le Adrien inspirant, sur lequel on peut vraiment se reposer, comprendre des choses, hyper accessibles, etc. Mais c'est un alias, c'est pas le moi de tous les jours. Et puis du coup, quand je vais moins bien, je sais que j'ai cette posture, ce masque. En gros, tu mets le masque, mais tu sais que tu l'as mis, tu sais pourquoi. Oui. Et après, tu peux l'enlever de façon beaucoup plus sereine et pérenne, quoi. Et c'est un masque qui reste authentique. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, il est juste. Et du coup, on dédiabolise un peu le fait de mettre un masque. Ouais. On dit souvent, il faut arrêter de mettre un masque, etc. Mais en fait, non. Dans certains cas, ça peut être une forme d'authenticité pour aussi enlever ça et retrouver une posture plus intime, plus vulnérable dans sa vie personnelle. Moi, je garderais le ça y est, t'as réussi, Ouais. qui est un non-sens de logique. On cherche tous ce moment de réussite comme un moment, il y a un avant et un après la réussite. Et ce serait intéressant de savoir à quel moment ça survient, ce truc-là. Est-ce que c'est à la revente? Est-ce que c'est à la première fois que tu as 100 likes sur ton post, à la Ouais. levée? En fait, ça n'existe pas. C'est pas un truc qui a eu lieu. Et si on le cherche, le moment où on dépasse ce moment qu'on a fantasmé, c'est là que les emmerdes commencent. Ouais, c'est clair. Parce que là, on est dans sa réussite, mais on l'a construit comment cette réussite? Est-ce qu'on l'a construit avec de quoi on est fait, ce qui nous fait du bien, ou est-ce qu'on l'a construit avec des artifices pris de l'extérieur, qu'on a frankensteinisé un petit peu et qu'on a lancé sur la scène? Et puis derrière, bah, il faut vivre avec cette réussite. Comment on fait pour la faire bouger si on l'a construite brique et de broc et qu'elle ne nous appartient pas? Ouais, bien On sûr. peut pas. Oh, la bombe que tu envoies, j'ai envie de repartir sur une autre conversation là. Ouais, c'est un sujet du bac philo, ça. Épisode 2. C'est quoi la réussite? Parce que toi, ça peut être quasiment un des thèmes d'un des podcasts. La réussite, c'est tellement pluriel, tellement différent entre les personnes. Bah, on en fera un là-dessus. alors. On a des entrepreneurs, et après je me tais sur ce sujet, qu'on accompagne, tu vois, et à un moment dans l'accompagnement, ils disent putain, les gars, mais en fait, j'ai l'impression d'avoir réussi alors que j'ai pas exit. C'est parce que leur quotidien leur plaît tellement, ils se sont tellement empowerés, ils ont tellement justement été mobiles, et ils sont tellement transformés, et donc ils sont dans une forme de liberté dans la maîtrise et dans le dynamisme, qu'ils se disent, bah, en fait, exister maintenant, même si c'est possible, ça me rendrait malheureux parce que c'est trop cool ce qu'on est en train de créer, c'est trop cool ce qu'on est en train de faire, j'aime les gens avec qui je travaille, j'aime mon quotidien, Ouais. et je peux aller chercher des trucs trop bien, mais déjà maintenant, c'est super. Ouais. On a même célébré récemment avec un client le fait qu'il n'ait pas vendu. Qu'il est pas. Et on parlait en dizaines de millions. Ouais. Mais Il a refusé. c'était une fête. Ouais. C'était une fête. Satisfaction personnelle, Énorme. j'imagine. Ouais. Qu'il n'aurait peut-être pas eu s'il n'avait pas réfléchi à ça, qu'il avait été dans la vente directe, et puis Exactement. tu te rends malheureux un peu. Tu sais, la vente au craquage, où Ouais. tu vends à l'arraché ton truc, et t'arrives, t'es rincé, T'es au bout du rouleau, c'est Non. limité. Tu sais, ça me fait penser, après je sais qu'on va passer sur Oui, l'hypercute, hypercute après. mais un point authentique par rapport à moi, mon histoire personnelle, on est toujours le petit dingro, tu vois, c'est toujours ça le sujet sur les réseaux sociaux. Ouais. En fait, même, je sais pas, les dirigeants de très grosses boîtes ou les grands entrepreneurs à succès, ils ont des modèles, ils ont des envies, ils ont des comparaisons avec d'autres qui les travaillent. Moi, par exemple, tu vois, je regarde souvent des entrepreneurs qui ont revendu leur boîte 400 millions, ce qui n'a pas été mon cas, et je me dis, waouh, quand même, ça, c'est une sacrée réussite, parce que Mhm. truc. Et après, je me dis, ouais, mais moi, je l'analyse comme une réussite. Est-ce que moi, je serais plus heureux en étant dans cette situation? Et puis après, en fait, tu te dis, mais la réussite, elle est plurielle, puisque je ne sais pas quelle est sa vie personnelle. Est-ce qu'il est heureux dans sa vie ou elle est heureuse, cette personne-là? Et donc, en fait, ça te remet en perspective cette comparaison excessive. On se compare tous à mieux, à plus grand, à plus like, etc., à plus liké et tout. Et moi, ça m'a amené beaucoup de sérénité de me dire, ouais, j'admire ces personnes-là. Et pourquoi je les admire? Est-ce que c'est parce qu'ils font du like? Est-ce que c'est parce qu'ils ont de l'argent? Est-ce que c'est parce que ils investissent dans des projets? Voilà. Euh, Maintenant, je réfléchis plus à, ok, je sais que ça, je trouve ça intéressant chez eux. Comment moi, je peux avoir une satisfaction personnelle de ce que je fais à mon niveau, sans avoir à cocher toutes les cases de ce que j'imagine du succès de ces gens-là, quoi. Et ça te met une meilleure lecture de LinkedIn, un peu de filtre,
et du coup de bien-être personnel quoi, dans ce que tu fais. C'est un beau mot de conclusion, ça, quand même. Ouais. C'est un peu de conclusion. Uppercut? Uppercut. Alors, moi, j'ai Allez. une question pour vous, les gars. Donc, des questions hors thème qu'Adrien préparé sans que nous sachions. Ah, ce qu'il je va vais nous te demander. hacker, mais- On va essayer de répondre cash et concis parce qu'on est très fort là-dedans, la concision. Alors, j'ai quand même la première question, c'est sur le thème, mais c'est un peu provoque. C'est pour savoir qui est le Vas-y. plus authentique entre vous deux. Bah, moi, c'est sûr. Qui joue le plus un rôle? Je pense que c'est Soyez Félix plus authentique, ouais. Non, non, Je non. sais pas. Moi, je vais tricher sur la question. Ouais. Il ne s'agit pas de savoir si on est authentique ou pas authentique, c'est-à-dire si on est soi-même ou pas soi-même, c'est de savoir quel pourcentage de soi-même on met en avant, quel pourcentage on réserve. Et sur ce biais-là, c'est clairement Jean qui met le plus de sa personnalité naturelle au quotidien dans notre travail. Ouais. Moi, je suis beaucoup plus ours. Ouais. Je vis beaucoup plus loin du dialogue et des échanges sociaux Ouais. dans ma vie personnelle. Dans mon travail, au contraire, je prends beaucoup de plaisir à être dans l'échange, dans le dialogue, etc. Puis Ouais. ensuite, je retourne un petit peu dans mon... C'est que c'est la racine de notre conversation, ça. Hein. Ouais. D'avoir accès un peu à son authenticité, à aller se dire, est-ce que ça peut avoir sa place dans du quotidien professionnel? Est-ce que qui je suis vraiment? Moi, quand C'est j'étais la petit, première question qu'on s'est on m'a posée. dit, oh là, Jean, tu sais, parler, c'est pas un métier. Hein. Je te J'aime bien ce conseil. Eh ben, on va voir. Ça, surtout. On verra. Et du coup, ouais, c'était d'avoir un peu accès à quitter vraiment ta singularité au Ouais. début dans les conversations avec Félix, tu vois. Et puis, ça s'est développé, mais et de pouvoir en faire l'intégrer dans ta vie au sens large, et donc dans ton travail, évidemment, pour être qui tu es. Concis. Ok, trop bien. C'est à moi de couper aussi, normalement. C'est quoi la pire erreur de coaching que vous avez fait? Ouh, bah c'est peut-être... Ah, attends, c'est lié au masque. C'était au tout début. Alors pour moi, hein, Vas-y. il y en a peut-être eu plusieurs pires erreurs, Vas-y. mais, Sans doute. mais c'était au début, c'était en 2018, et évidemment, je peux pas raconter le contexte, etc., mais je peux raconter le problème. On n'a pas su voir à quel point la personne était accrochée à son masque, la personne se sentait imposteur au fond d'elle-même, à quel point elle jouait un rôle. Euh, et en fait, la personne joue un rôle avec nous aussi. C'est absurde, d'une certaine manière, parce que le principe d'aller voir ses coachs, c'est justement pour être entièrement soi-même et pouvoir montrer ses vulnérabilités, tout étant confidentiel. Et nous, on était trop jeunes pour voir à quel point c'était le cas. Et donc, on est passé à côté de l'accompagnement totalement. Forcément, on n'a pas pu l'aider. Et l'accompagnement s'est arrêté et on a pu voir après les conséquences de ça. C'est une erreur de maturité, de jeunesse, on va dire. Oui, je pense qu'il aurait fallu call his bluff et dire. Je pense que là, effectivement, c'est ce qu'on aurait dû faire et on l'a pas fait ou pas fait assez. Et toi, Jean? Je dirais que c'est une erreur récurrente. Ma pire erreur de coaching, c'est une erreur récurrente qui a un point de travail pour moi très très régulier. C'est de prendre les choses personnellement. Prendre les choses personnellement quand un dirigeant te prend en grippe, tu vois, parce que parfois il s'accroche plus sur un membre du binôme de façon totalement ad hoc. Tu vois, ça peut très bien se passer d'un coup. Tu représentes un truc dans sa vie, dans son truc, et il te prend en grippe. Du coup, tu es invisibilisé. Mais également, lorsque tu es un peu moins bien, soit dans ta vie perso, soit que tu es fatigué, soit peu importe en fait, il y a un trigger, qui te déséquilibre un petit peu. Et d'un coup, tu commences à compter les points avec ton associé, avec Félix, sur qui fait le plus de feedback, qui machin, un truc qui n'a aucun sens. Mais tu sais, il y a un espèce de truc où, je sais pas, ton ego il est blessé, il a besoin de s'accrocher à plein de choses. Et donc, j'ai plein de techniques, plein d'outils pour enlever ça. Mais c'est toujours là, c'est beaucoup moins là qu'au début. Mais ça, c'était ton Si. D'ailleurs, un petit disclaimer, parce que et là, je vais regarder la caméra. Parce que ces deux zigotos, moi, j'ai commencé à travailler avec vous quasiment au lancement. Ouais. Mais moi, quand j'ai commencé à travailler avec eux, j'avais déjà l'impression que vous aviez 10 ans d'expérience. Alors qu'en fait, c'était le début. Et ça, il y avait un vrai manque d'authenticité. Non. Pas du tout. Non, mais c'est vrai que ça fait des années qu'on bosse ensemble et je me souviens des débuts et je pensais que il y avait déjà, et puis vous aviez déjà bossé sur des On sujets. avait commencé en 2016 à travailler ensemble.
ensemble. Ouais, puis Punchy, c'est 2018, ouais. ouais, c'est ça, c'est la marque, mais il y avait déjà des sujets avant. Ça me pose une question sur votre binôme. C'est un peu comme les artistes, tu vois, genre vous êtes un peu les Big Flo et Oli J'aime bien du la coaching. comparaison. Et d'ailleurs, souvent, quand je dis que je suis coaché, je dis je suis coaché par un binôme, etc. Donc c'est un peu étonnant, ça détonne un peu, parce que généralement, tu as un ou une coach qui t'accompagne, etc. Est-ce que vous avez eu envie, comme les artistes parfois, de faire une carrière solo? C'est une bonne question, ça. Je Ou de vais sortir un répondre bouquin, je sais pas. totalement non. Dans mon cas, je pense que je me suis plutôt toujours dit que le jour où on faisait plus ça, je ferais autre chose. Euh, je pense que ne pas pouvoir débriefer de ce qu'on vit, ce serait à la fois très appauvrissant dans l'ensemble de ce qu'on peut tirer de notre quotidien, parce qu'il y a beaucoup de choses qui, dans le dialogue, deviennent plus claires et donc nous apprennent des choses à nous-mêmes et nous permettent de progresser. Et aussi parce que ça charge. Quand quelqu'un vient voir son coach ou son psy, elle se décharge de quelque chose, et cette charge, il faut bien qu'elle arrive sur quelqu'un. Et on a une manière de travailler très, très, très empathique. Parfois, dans la thérapie, on peut voir des psys qui tiennent une certaine distance, et heureusement, ils voient 8 patients par jour, peut-être 10 parfois. C'est extrêmement fatigant, ils ne peuvent pas être en hyper-empathie. Nous, on travaille en hyper-empathie. Ouais. Le maximum qu'on puisse faire, c'est 5 coachings par jour, et c'est un très grand maximum. Ouais. Sachant qu'il y a 3 ans, c'était 3 le maximum. Ouais. Mais on a augmenté parce qu'on a augmenté un peu notre résistance au truc. On peut le faire que sur 2 jours dans la semaine. Ouais. C'est-à-dire que c'est mieux de faire 5 coachings dans la journée, 2 jours dans la semaine, pas enchaîné, que 10 coachings dispatchés en 2 par jour, parce qu'en fait, tu te mobilises et tu te démobilises, et du coup, tu n'es plus dans un focus, d'hyper empathie. Ouais. Voilà. Donc, par rapport à ma question, ça t'apporte plus de sérénité et de choses que tu peux faire aussi un petit peu à côté. Moi, en tout cas, oui, tu ne ressens pas le besoin de faire une carrière solo, d'écrire un bouquin, je sais pas quoi. Oh, écrire un bouquin peut-être, mais ça n'aura rien à voir avec. voilà. Ce sera autre chose, quoi. Mais oui, peut-être faire des choses seul, pourquoi pas, mais le coaching, l'accompagnement, non. Moi, je dirais que j'ai eu envie de faire des choses en solo par peur que ça s'arrête, par envie primaire de se sécuriser, dont j'ai plus du tout envie aujourd'hui, parce j'ai une grande confiance en Félix, grande confiance dans la régénération de notre binôme aussi, dans le fait qu'on puisse se dire des choses, que notre binôme, il est au service de notre bien-être, pas que du pro, tu vois. Juste, tu vois, on a des valeurs ensemble qui sont assez fortes, notamment de solidarité. On va s'aider aussi. On est des personnalités différentes, on a des vies différentes, on vit pas aux mêmes endroits. On s'autorise à évoluer. Tu parlais de figé, on s'autorise à changer, à mûrir, dans des à directions changer. qui sont pas les mêmes, mais qui sont cohérentes ensemble aussi. Et j'ai eu envie de faire des choses seul parce que je pensais que ça intéressait pas Félix. Ouais. Alors qu'en fait, quand je lui en parle, et en fait, donc j'ai essayé de faire ces choses-là, mais j'avais pas le souffle de le faire tout seul. Ça me rendait triste, tu vois. Par exemple, j'avais lancé une sorte de podcast qui s'appelait, enfin peu importe comment il s'appelait, il y a 5-6 ans. J'avais fait une vingtaine d'interviews d'entrepreneurs. Je crois que j'en ai sorti 1 ou 2. Non, mais je m'en souviens. Je savais même pas que tu avais fait 20. Une vingtaine, je les ai toutes les bandes. Ouais. Mais si c'est pas punchy, c'est pas nous en fait, tu vois, j'avais pas envie. Et puis je me projetais pas dans un truc de long cours. C'était pas cool. Là, c'est super agréable, tu vois. Putain, je suis pas concis du tout. Non. Mais, Zéro pointé, le gars. J'ai une dernière question justement par rapport à ça. Est-ce que comme les psys voient des psys aussi, je sais plus comment on appelle ça, donc superviseur. Est-ce qu'il y a des coachs qui sont coachés? Est-ce que vous-même, vous remettez en perspective votre alignement par rapport à ce que vous faites et votre binôme, individuellement ou à 2, et votre envie de continuer ou faire évoluer votre positionnement? Alors clairement, on se mutu-coach. Hein. Je coach Jean, Jean me coach. On se challenge beaucoup et on utilise les mêmes paradigmes que dans les coachings avec nos clients, l'un pour l'autre. C'est une des dimensions de notre relation, en plus de l'amitié, en plus de l'association. Et puis on est tous les deux accompagnés par des psys. Ouais. Ça depuis le début. Enfin, c'est vraiment indispensable qu'on ait un endroit justement de décharge où on peut tout dire. Ouais. Et il y a des coachs qu'on aime bien, avec qui on peut parler si on a besoin. Ouais. Tu vois, il y a des gens, on n'est pas tout seul dans notre grotte, etc. Il y a des coachs qu'on aime bien, qui font les choses différemment, évidemment seuls, et avec qui c'est agréable de discuter si besoin. On se fait aussi beaucoup coacher. Préciser qu'on ne parle pas des accompagnements.
à l'extérieur du binôme. Ah oui. Même si on parle à des coachs, on peut parler de concepts, de choses, mais on parle jamais de personnes. Ouais, C'est- c'est le psy, quoi. Et après, Ça, c'est hyper important. Et après, donc c'est un peu plus indirect, mais qu'est-ce qu'on se fait coacher par nos dirigeants? Ouais, Nos accompagnements, en fait, c'est ouais. incroyable. ouais, derrière, ça te met aussi en perspective. Ouais. Parce que, Ils ont envie de nous donner aussi. exactement, ils ont envie de nous donner, il y a ce qui nous paye, mais quand tu es vraiment un dirigeant, je trouve que ce qui est fantastique, c'est qu'il n'y a pas du tout le côté prestataire, client. Il y a un truc très horizontal, très on est coude à coude, on est ensemble dans la bataille. Et tu m'as donné, c'est quoi, franchement, j'ai vu que tu as fait l'extra mile pour moi, bah, je vais te rendre encore plus. Et on est très gâtés par les Ok. rencontres qu'on fait. Très, très clair. Trop aligné. Ça me fait penser juste, je rebondis sur Psy, peut-être un mot de la fin sur ça, mais il y a un triptyque pour moi qui est très sain, c'est quand tu fais coaching, psy et sport, en fait. Enfin, Ouais. c'est ton corps, ton esprit et ton positionnement business, enfin, et ton masque, en gros. Ouais. Et en fait, quand tu fais les trois, tu te rends compte l'interconnexion incroyable qu'il y a entre les trois. C'est-à-dire que les problèmes perso ou les sujets perso, les réflexions perso que tu peux avoir, parce que tu parles pas que de tes problèmes quand tu vas chez le psy, c'est aussi bien d'aller chez le psy pour parler, explorer des choses, etc. Surtout à des âges, moi j'ai 39 ans, donc à des âges où tu es midlife crisis, etc. Enfin, tu remets un peu en perspective plein de choses, t'as plus de la vingtaine, t'es plus dans la vingtaine, t'es plus dans la trentaine, etc. Et tu vois émerger des opportunités, des problèmes, des réflexions quand tu te coaches qui se voient directement quand tu es chez le psy, donc sur des trucs plus perso. Et le corps qui te répond aussi, tu vois, la fatigue, les douleurs, les trucs, c'est pas qu'un truc de vieillir, c'est aussi un truc de parfois des signaux qui te disent tu prends la mauvaise direction là. Et donc d'avoir un peu les trois, c'est une super pour voilà, continuer à être entrepreneur et avoir ce rôle aussi d'inspirant, de leadership et de com, mais en étant beaucoup plus sain, quoi. Donc voilà, ça me faisait penser ça. On parlait beaucoup de psy, c'est pour ça. Ouais, c'est important d'être accompagné. Et c'est vraiment un apprentissage de certains jeunes entrepreneurs qu'on a pu accompagner, de se dire, en fait, je vais pas réussir tout seul. Ouais, Ce tout à fait. fantasme-là, et puis ça sert à rien. Enfin, je veux dire, tout le monde s'en fout. Je vais réussir parce que je me serai entouré des bonnes personnes. Ouais, et souvent, on fait que des digressions, mais comme ça me ramène sur Board Project, comme ça je fais une petite promo. Ouais, vas-y. Mais c'est sur la gouvernance. En fait, ces 10-15 dernières années, on a dit aux entrepreneurs, bah tiens, tu lèves 40 millions et vas-y, réussis. Achète, crois, recrute, etc. Et en fait, c'est une responsabilité, un poids énorme, Ouais. souvent laissé aux entrepreneurs seuls, notamment dans la prise de décision. Et il n'y a pas de recul là-dedans. Les investisseurs en capital risque, ils viennent pour voir un peu, c'est des financiers. Donc parfois des anciens entrepreneurs, donc qui sont mais on devient un actif économique quand on est back par un VC. Donc on n'est pas tellement aidé dans la prise de décision. On est beaucoup seul. On parle beaucoup de la solitude entrepreneuriale. Et la gouvernance, ça t'apporte énormément de soutien là-dedans parce que tu vas remettre en perspective. C'est un peu sur tes décisions, c'est un peu du coaching sur tes décisions, mais du coaching très business. Là, c'est des gens qui sont avec toi dans le board, dans la prise de décision. Et le coaching, comme la gouvernance, comme beaucoup de choses, ça démystifie un sujet qui est l'entrepreneur providentiel qui réussit tout, incroyable. Je l'ai vu sur Vivatech, il me racontait son histoire. Le mec est quand même incroyable, souvent des mecs, comme on disait. Ouais. Et ouais, non, c'est beaucoup plus, faut beaucoup plus le partager parce qu'on voit qu'il y a eu beaucoup de problèmes de santé mentale, de mésententes entre associés, de désalignement d'intérêts avec les investisseurs parce qu'on a laissé les entrepreneurs seuls prendre des décisions et il y a un poids important là-dessus. Ouais. Donc, je rebondis là-dessus. Merci beaucoup. Merci Adrien pour cet épisode. C'était très authentique, j'ai trouvé. Bah, c'était le thème, Voilà. j'ai essayé. Merci. Et merci à vous pour l'invite et à la revoyure. Ouais. Merci à vous du coup de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'était Punchtime. On vous invite à nous retrouver sur LinkedIn justement, on en a pas mal parlé, sur Punchline aussi, punchline.kessel.media, qui est notre newsletter. Et n'hésitez pas à nous contacter si cet épisode vous fait réagir. J'espère que ça vous aura aidé à trancher sur votre posture, votre masque, votre équilibre entre les deux. Ciao.